Tu te regardes, montrer du doigt l'argent du boss et demander, non, exiger, qu'il t'emmène au paradis. Et maintenant, tu y es, à l'abri dans ton asile, fidèle parmi les internés. La question est, fidèle à quoi ? Tu as eu 2 ans au paradis pour y réfléchir, pour méditer sur ta vie et sur la tête éclatée de bonne, pour avouer les crimes que tu as commis, pour admettre que après tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as fait, tu es toujours fidèle à la révolution, ce qui veut dire que tu es fou. Mais pas plus que la première femme des cavernes idéalistes qui a rêvé de faire du feu à partir de rien, et dont le destin, après avoir découvert le feu, fut certainement d'être brûlée vive parmi les hommes des cavernes, plus cyniques, qui savaient que le feu était crucial, qu'il était le pouvoir lui-même, si bien que, même au premier jour de la civilisation humaine, la dialectique oscillait entre aspiration et exploitation, un mouvement qui ne s'arrêtera jamais, car tu es d'accord avec Mao pour dire que la dialectique est infinie, à une importante exception près, car contrairement à Mao, Staline, Churchill, le roi Léopold et une flopée de présidents américains, de rois anglais, d'empereurs français, de papes catholiques, de despotes orientaux et d'innombrables pères, maris, fiancés, amants et playboys, tu ne crois pas que cette dialectique exige le sacrifice de millions de personnes au nom du communisme, du capitalisme, du christianisme, du nationalisme, du fascisme, du racisme, voire du sexisme, dont tu t'es rendu coupable, abjectement coupable, et cette croyance en une dialectique infinie qui n'exige pas d'être imposée par un appareil répressif d'État, cet article de foi, voulant que les roues de l'histoire n'aient pas besoin d'être huilées par le sang, ce scepticisme vis-à-vis de Fanon et de sa défense des vertus de la violence, défense justifiable eu égard à la brutalité des violences françaises en Algérie, et cependant aveugle face à la possibilité que la violence puisse nous faire nous sentir des hommes, mais agir comme des démons, alors que la non-violence pourrait nous désintoxiquer et nous libérer de nos complexes d'infériorité, nous hisser hors du désespoir et de la peur, rétablir l'estime de soi nécessaire à l'action, et au lieu de faire de nous des images en miroir de nos colonisateurs, briser ce miroir et nous délivrer du besoin de nous voir dans les yeux de nos oppresseurs, nous obligeant à occuper l'espace dérangeant du négatif, du rien, du vide, du néant, où nous devons nous recréer, chacun de nous unique, chacun de nous solidaire des autres dans leur unicité. Conviction sincère mais peut-être idiote, qui fait de toi soit un visionnaire, soit un halluciné. En tout cas, un homme qui tient que l'humanité sait déjà tout ce qu'elle a besoin de savoir pour se sauver, sans recourir au meurtre, à commencer par ce qu'a dit un jour le très compatissant Federico García Lorca, assassiné par les fascistes espagnols. Je serai toujours du côté de ceux qui n'ont rien, et à qui l'on refuse jusqu'à la tranquillité de ce rien. Principe d'empathie, qui, à condition d'être suivi d'actes, que ceux-ci consistent à faire quelque chose ou à ne rien faire, en fonction de l'exigence dialectique de la situation, ne te mènera jamais dans la mauvaise direction, fût-elle la mort, puisque tant de gens sont fidèles aux principes diamétralement opposés. Être du côté de ceux qui ont déjà tout et veulent tout, et si tu étais sain d'esprit, tu serais toi aussi de leur côté, sauf que la révolution est toujours un acte de folie, car elle n'est pas une révolution si elle n'est pas vouée à l'impossible. Et si c'est trop déprimant, trop décourageant, rappelons-nous qu'il y a encore quelques milliers d'années, il était inimaginable de pouvoir faire le tour du monde en une seule journée. Exploit fabuleux qui a rapproché le monde, de sorte qu'aujourd'hui, aucun point du globe n'est hors de portée des touristes, des investisseurs, des missionnaires et des missiles balistiques intercontinentaux. Moyennant quoi, la dialectique infinie oscille toujours entre l'impossible et le possible, entre le salut et l'annihilation, entre la non-violence et la violence, entre notre capacité à nous sauver et celle à nous détruire. Le seul véritable mystère étant de savoir quelle part de nous, notre humanité ou notre inhumanité, triomphera dans la perpétuelle partie de roulette russe que l'espèce humaine joue avec elle-même, et toi-même, humain et inhumain,
Tu es assez dément pour croire que, si l'espèce humaine ne s'autodétruit pas, un si qui devrait s'écrire en majuscule tant il est gigantesque, un jour, les moins que rien du monde, qui n'ont rien à perdre, en auront enfin assez de ne pas avoir assez, et comprendront qu'ils ont davantage en commun avec les moins que rien qui vivent à l'autre bout du monde, ou simplement derrière la frontière la plus proche, qu'avec les plus que rien de chez eux, qui n'en ont rien à faire d'eux, et quand ces moins que rien qui n'ont rien finiront par s'unir, se dresser, descendre dans la rue, faire entendre leur voix et leur puissance. La seule chose que les plus que rien qui ont quelque chose devront faire, ce sera rien, conscients que leur appareil idéologique d'État ne pourra pas arrêter tous ces gens, car malgré sa force, leur appareil répressif d'État ne pourra pas tous les tuer. Ou alors, si? On ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas « nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution ». Ils disaient « toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable ». Ils ont fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'ils ne l'avaient pas faite et qu'ils n'auraient pas faite, ils n'avaient pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'ils la voulaient. À chaque fois que quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37. Que les révolutions tournent mal. Ça me fait rire parce qu'enfin, de qui on se moque. Hein. Quand les nouveaux philosophes ont découvert que les révolutions, ça tournait mal, il faut vraiment être un peu débile. Ils ont découvert ça avec Staline. Ensuite, la voie a été ouverte. Tout le monde l'a découvert. Alors, par exemple, tout récemment, à propos de la révolution algérienne, tiens, elle a mal tourné parce qu'ils ont tiré sur les étudiants. Mais enfin, qui a jamais cru qu'une révolution tournait bien? Qui? Que les révolutions échouent, que les révolutions tournent mal. Mais ça n'a jamais empêché les gens, ni fait que les gens ne deviennent pas révolutionnaires. On mélange deux choses absolument différentes. Les situations dans lesquelles la seule issue pour l'homme, c'est de devenir révolutionnaire. Là encore, on en parle depuis le début, finalement. C'est la confusion du devenir et de l'histoire. Oui, c'est cette confusion des historiens. Les historiens, ils nous parlent de l'avenir de la révolution, l'avenir des révolutions. Mais c'est pas du tout la question. Alors, ils peuvent toujours remonter aussi haut pour montrer que si l'avenir a été mauvais, c'est que le mauvais était déjà là dès le début. Mais le problème concret, c'est comment et pourquoi les gens deviennent-ils révolutionnaires? Et ça, heureusement, les historiens l'empêcheront pas. C'est évident que, les Palestiniens, ils sont pris dans un devenir révolutionnaire. Si on me dit après, oh, mais vous verrez, quand ils auront triomphé, si leur révolution réussit, eh ben, ça va mal tourner, etc. D'abord, ce ne seront pas les mêmes. Ce ne seront pas du tout les mêmes genres de problèmes. Et puis, bon, ça créera une nouvelle situation, à nouveau, il y aura des devenirs révolutionnaires qui se déclencheront. L'affaire des hommes, c'est dans les situations de tyrannie, d'oppression, c'est effectivement devenir révolutionnaire parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire.